Oui, j'avais jamais pensé à faire ce livre-là, mais vraiment jamais. Et en fait, en mai, je me souviens bien, 2019, j'ai une amie à Montréal qui a perdu son frère qui avait 29 ans. Ma théorie, c'est que quand cette expérience-là de perdre quelqu'un qui n'est pas en âge de mourir, tout ça, c'est-à-dire par définition une mort qui arrive très brutalement, qui a vraiment fracassé quelque chose dans la vie des gens, c'est précisément une expérience. C'est-à-dire que si on l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que c'est. On va se rendre compte. Et donc en général, quand ça arrive, c'est rare, et merci, mais quand ça arrive dans mon cercle d'amis proches, je dis toujours, moi, si tu as besoin de parler, voilà, je sais ce que c'est, je peux écouter. Bon, il y a eu ça, et puis 2 mois après, j'étais en France, il y a eu un fait divers en Bretagne qui ressemblait beaucoup aux circonstances de la mort de mon frère, c'est-à-dire un chauffeur qui fait 2 enfants, qui prend la fuite et qui avait une passagère à bord, jeune, et voilà, et qui disparaît. Et ça se passait en Bretagne en plus. Voilà. Et c'est la conjonction de ces 2 événements qui tout d'un coup a fait émerger le souhait à ce moment-là. Enfin, c'est une espèce de. Ouais, ça s'est imposé. Il faut que je fasse ce livre-là. Alors, la première étape, ça a été que quand j'ai décidé de faire ce livre, c'est que j'en parle à ma mère, évidemment. Et donc, il a fallu aller chercher, effectivement. Alors, moi, j'étais à Montréal, donc il se trouve qu'à l'époque, j'étais avec Maud Mermillot et qu'elle était un jour allée voir ma mère. Ce soir-là, ma mère lui a dit est-ce que tu peux aller chercher le sac dans lequel il y a toutes les archives, toutes les valises, un sac avec tous les documents, tous les souvenirs de mon frère, etc. Voilà, et puis on a commencé à faire des photos qu'elle m'a envoyées. Et puis ensuite, mon frère, mon autre frère, a récupéré tous les documents, puis je lui ai demandé de me scanner certaines choses, voilà, donc il m'a envoyé les documents, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Puis après, c'est un travail de mémoire, donc j'avais pas les documents, en fait, ils étaient là pour accréditer certaines choses, parce que aussi j'avais besoin de me rappeler des choses précises, par exemple, dans le rapport de police, de gendarmerie, jugement du tribunal, etc. Et puis après, le reste, c'est de la mémoire, et puis c'est des discussions avec ma mère aussi, avec mon frère, voilà. J'ai commencé avec Extase, et le petit frère, c'est quelque chose qui vient se raccorder à Extase, parce que c'est un travail global que j'ai commencé, que je vais continuer sur ce qui nous construit. Donc ça, c'était la sexualité, pour le petit frère, c'est le deuil, je vais continuer avec d'autres entrées. Donc en fait, depuis que je fais l'autobiographie, je n'écris pas de scénario. C'est-à-dire que j'écris au sens littéraire du terme. Je commence un livre en ayant le début, et puis je me laisse porter par mes souvenirs. Donc des fois, ça m'amène à un endroit où je n'avais pas prévu. Évidemment, avant, je note des souvenirs. Je me dis, il y a tel truc, je vais raconter ça. Puis après, au fur et à mesure que je fais le bouquin, des fois, il y a des trucs qui disparaissent. Et puis, le fil du récit m'amène sur d'autres trucs, par association d'idées. Ah oui, on va raconter telle chose aussi, c'est important, etc. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Et en fait, là, les documents, en l'occurrence, les discussions avec ma mère viennent simplement étayer des choses, combler des trous, mais je suis porté comme ça par le récit que je suis en train de raconter et qui n'est pas prévu à l'avance. C'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas combien de pages ça va faire quand je commence. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui pose pas de problème de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils me laissent faire ce que je veux, je leur dis évidemment ce qu'ils veulent faire. À Extase, je me souviens, je leur avais fait lire à peu près les 30 ou 40 premières pages quand j'avais commencé à leur dire, ben voilà, je fais ça. Bon, ben, ça n'avait pas posé de problème du tout. Et pour le petit frère, ben, évidemment, j'avais parlé à ma mère, à mon frère, mais déjà le premier morceau c'était ma mère. Et puis bon, ben, il m'a dit, oui, vas-y, fais ton histoire. Évidemment, pour ma mère, c'était un peu, ça ouvrait un peu la boîte de Pandore. C'était pas, on a eu beaucoup de conversations que je raconte dans mon bouquin sur Skype, puisqu'elle est à Toulouse et moi j'étais à Montréal à certains moments quand je fais le bouquin. Et donc,
dans ces conversations, comment dire, en quelque sorte, elle participait à l'histoire. Elle était partie prenante, puisqu'elle me disait des choses que je racontais des fois le jour même. J'avais la conversation avec elle le matin, et après, je rendais compte en l'histoire de cette conversation. Donc, en fait, ils sont... ils font partie. Je peux pas raconter une histoire autobiographique sans me parler de mes parents, de mes frères, ma sœur, voilà. Donc, ils font partie de fait de l'histoire. Eux, ça les perturbe pas. Je leur fais pas relire des passages. Mais voilà, ils savent que je le fais, et puis ils me font confiance. Voilà. La seule chose, c'est que ma mère est très très en colère parce qu'elle trouve que je la dessine absolument pas ressemblant, parce qu'elle est vrai. Je sais pas pourquoi je la dessine comme ça, elle ressemble pas du tout à ça, ma mère. Mon père est assez ressemblant, mes frères, ça va, ça passe. Mais ma mère, alors, c'est très mystérieux. Et le problème, c'est que comme j'ai commencé à la dessiner comme ça dans Extase, qui était plus sur un mode, en fait, les scènes où j'ai commencé à la dessiner, c'était des scènes qui sont plus humoristiques. Et donc, c'est retrouvé avec cette espèce de coiffure bizarre, on ne sait pas d'où ça vient, hein. Bon, voilà, et puis, tout, ces cheveux-là. Et en plus, elle est blonde. Bref, ça n'a rien à voir. Et après, une fois que j'ai commencé à dessiner avec ça, après, j'étais pris avec. Je suis obligé de continuer, donc je l'ai fait vieillir dans Le Petit Frère, mais avec un personnage qui ne lui ressemble pas du tout. Alors ça l'agace. Je la dessine proche, j'aime pas ça. Alors, Le Petit Frère, c'est fait sur iPad, c'est le premier bouquin que je fais en numérique. Jusque-là, j'ai toujours dessiné en traditionnel, et puis j'ai découvert le iPad à la fin de Magasin Général. Et là, ça a été comme une espèce de révélation incroyable. Donc maintenant, je vais dessiner là-dessus à l'avenir. Oui, alors en fait, le piège avec le numérique, c'est de ne pas tomber dans des effets numériques, évidemment. Mais par contre, l'outil est extraordinaire parce que ça offre des possibilités absolument incroyables et des choses qu'on ne pouvait clairement pas faire sur papier en traditionnel, ou en fait sur lesquels on prendrait des énormes risques. Et en fait, ce qui est génial avec l'iPad, c'est justement que la prise de risque est possible parce qu'il n'y a pas de sanction. On peut refaire les trucs sans avoir perdu une journée de travail, voire plus. Et typiquement, il y a des scènes, par exemple, il y a des scènes en couleur dans Le Petit Frère que j'ai pu faire parce que je travaillais sur l'iPad, parce que tout d'un coup, par exemple, là il faut parler de ma manière dont je fais la manière dont je travaille l'autobio. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'autobio, c'est de faire, je fais une espèce de comment dire, d'entaille très chirurgicale, comme ça, très sharp, comme pour scalpel, sur une ligne temporelle, événementielle. Donc il y a des événements qui sont passés tel jour, à telle heure, à telle date, tout ça c'est vérifiable. Et ensuite, j'essaie de me reconnecter avec les émotions que j'avais au moment où ces événements se sont passés. Je plonge en profondeur dans cette faille-là, à un moment précis, et je me reconnecte à ces émotions. Et ensuite, j'essaye de les traduire, j'essaye de les faire partager au lecteur de façon la plus précise possible, la plus subtile. Et pour ça, je m'autorise tous les recours à tout ce que je peux avoir comme palette dans le registre de la bande dessinée. Donc, par exemple, dans Extase, je faisais des changements de registre graphique, par exemple, où je passais dans un dessin plus humoristique, un petit personnage avec une grosse tête, voilà, comme ça, des graphiques, toutes sortes de trucs. Et j'avais avoir recours à la distance humoristique. Un Petit Frère, je peux pas. Et la scène où on m'annonce la mort de mon frère, de façon assez brutale, j'arrivais pas à la dessiner en noir et blanc. Ça, je n'y arrivais pas. Je cherchais comment rendre cette émotion extrêmement violente. Donc il y a ces espèces de rayures blanches qui sont apparues et tout ça, mais c'était pas suffisant. Il y a quelque chose de trop froid dans ce que je faisais. Et à un moment donné, je me suis dit, je peux essayer un truc en couleur, parce que moi j'imaginais un truc rouge. Une espèce de... Et alors donc j'ai essayé, et puis ça marchait pas en rouge. Et donc j'ai essayé d'autres trucs, jusqu'au moment où je suis arrivé sur cette tête bleu-gris à un moment donné. Et là, je sentais que je touchais quelque chose qui n'était pas encore suffisant.
Et je réfléchissais à, ouais, mais c'était quoi l'émission, tout ça. Puis à un moment, j'ai eu cette idée de la pluie de cendres. C'est comme une éruption volcanique, là, puis t'es enseveli sous les cendres. Et il y a un outil qui m'a permis de faire ça dans Procreate. Et j'ai essayé, puis c'était ça. Tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, c'est exactement ça. Donc voilà. Ça, c'est une scène qui a pris très longtemps à essayer, et j'aurais pas pu faire ça si j'avais travaillé sur du papier, parce que j'aurais été obligé de redessiner l'entièreté de la scène plein de fois, voilà. Alors que là, il suffit de changer les couleurs, d'essayer un nouveau calque, de superposer des trucs et tout ça. C'est comme ça que voilà, c'est le gros apport de Procreate, par exemple, sur ça. Mais après, il y en a plein d'autres, par exemple, sur la prise de risque graphique en dehors de l'histoire de la couleur, par exemple. Moi, je suis un dessinateur qui a toujours travaillé à la plume. Le pinceau, c'est pas mon métier. Donc, je suis condamné à une certaine épaisseur de trait, pas excéder une certaine taille, et en plus, à une certaine lenteur de trait, parce que la plume, c'est relativement lent. Là, tout d'un coup, avec le iPad, j'ai trouvé un outil qui à la fois, je peux passer de la finesse de la plume à l'épaisseur du pinceau, à la force du pinceau, dans le même mouvement. Du coup, ça a changé, et je peux le faire sans risque de planter, puisque si je me plante, je peux toujours effacer le dernier trait et recommencer. Donc c'est extraordinaire, parce que ça permet de prendre des risques. Au niveau de mon dessin, moi, d'abord je prends beaucoup de plaisir, parce que j'ai plus peur de planter un truc. Et quand c'est 6 heures du soir, la planche est presque finie, qu'on fait la vie, puis qu'on se plante, là, c'est une journée de travail qu'il faut recommencer. Donc, là, j'ai plus cette crainte-là. Donc ça, c'est génial. Du coup, je prends des risques, c'est un dessin à gagner en force, je trouve, moi, voilà. Et puis un autre truc, c'est que, par exemple, sur le travail des décors, bon, il y a des séquences dans Petit Frère, il y a une séquence de la veillée funèbre avant l'enterrement, qui a duré dans la réalité, je trouve, 3 jours, ça ne finissait pas. Je voulais rendre compte que c'est une période particulière, c'est plus monnaie, il y a des gens qui viennent on dort quand on a sommeil, une fois la nuit on veille, enfin bon bref, c'est le chaos comme ça. Et j'avais besoin de temps pour cette séquence-là, elle dure 40 pages, je crois, dans le bouquin à peu près. Et il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le même décor. La salle de séjour avec le cercueil au milieu, tout ça. Donc j'ai dessiné par exemple le décor champ contre champ, vide, sans personnage, et ensuite je me suis à chaque fois, si on fait ça en vrai, il faut redessiner le décor à chaque fois, bon, ben voilà. Donc il y a un gain de temps aussi sur la documentation, sur je crois, les bagnoles, les machins, c'est beaucoup plus facile de gérer ce genre de choses. Et la répétition de certaines images, parce que j'ai beaucoup utilisé la répétition de certaines images de l'accident, de la main, comme ça, ma main qui lâche la main de mon frère dans le bouquin, ben ça, voilà, il faut se dessiner une fois, on prend le truc à chaque fois, c'est un gain de temps absolument inouï, quoi. Voilà, tous ces arguments. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un bouquin. Ça m'intéresse de faire. Mon métier, c'est raconter des histoires. Le dessin, c'est un outil, mais moi, je suis pas un dessinateur qui a en fait une espèce d'assaise comme ça. Voilà. C'est mon outil de travail, mais si ça peut aller plus vite, c'est tant mieux. Hein. Donc, tous les trucs qui me permettent de gagner du temps, je les utilise sans scrupule. Alors quand je suis en période de... Moi c'est un peu bizarre parce que bon, je vis à cheval sur deux pays et même 2 continents, donc j'ai des transferts réguliers, mais quand je suis en période de travail, que ce soit à Montréal ou que ce soit en France, je suis très très réglé, très ordonné, c'est-à-dire que je m'impose de faire une page par jour, donc ça c'est quoi qu'il arrive, il faut que j'ai fini ma page, si je peux en faire plus, j'en fais plus, mais au moins une page par jour. C'est le seul moyen pour arriver à faire des bouquins de 350 pages ou 340 pages dans un des réseaux raisonnables, c'est-à-dire 2 ans, c'est déjà long. Voilà. Donc, je me lève le matin, 7 heures, comme ça. Je fais ma douche, sous la douche, je pense à ce que je vais faire dans la journée, justement, là. Comme j'ai pas de scénario, tous les matins, il faut que je démarre aujourd'hui. Qu'est-ce que je raconte, comment, etc. Comme ça, c'est souvent sous la douche. En même temps, je prends des douches plus courtes, donc c'est pas embêtant. Et en
Enfin bon. Après, je fais des petits étirements, machin, tout ça. Je prends mon petit déjeuner et je me mets au boulot. En général, il est 9h, 10h, chose comme ça. Et là, je rentre dans ma journée de travail, j'appuie sur mon ordinateur pour envoyer le premier podcast de la journée, en général les infos de France Culture. Et puis je bosse, j'écoute des podcasts toute la journée. Moi je ne suis pas très musique, c'est qu'on me raconte des histoires, donc je sélectionne des trucs qui m'intéressent. Je m'arrête à midi, vraiment genre à 20 minutes, très très peu, pour pas perdre l'énergie. Et je travaille jusqu'à ce que j'ai fini ma journée. En général, c'est 7h du soir. Donc, on mange avec ma compagne. Voilà, on regarde une série, un épisode de série. Puis, c'est assez ascétique. Mais par contre, je travaille à peu près 8 mois par an. C'est-à-dire que je m'autorise à certains moments. L'été, par exemple, j'ai un peu de mal à travailler. J'ai une maison en France, dans le sud, dans les Corbières. Voilà. Donc, souvent, l'été, je travaille pas pendant 2 mois. Et puis, je recommence. Et quand je rentre dans une phase de travail, je rentre dans le truc. Et puis, j'adore ça. J'aime beaucoup c'est bon. Mais c'est exigeant, quand même. C'est un peu no life. Quand je suis au boulot, j'ai pas le temps de faire grand chose en dehors. Vraiment, surtout dans les fins d'album, où je travaille un peu les week-ends. Alors là, j'ai fini Petit Frère le 6 janvier. Mais il y a eu après toute la phase de retravail, correction, machin, etc., etc. Puis la phase de fabrication, dans laquelle il faut suivre un petit peu les trucs, et ça prend quand même pas le temps. Après, il y a eu un épisode au mois d'avril où c'était une pièce qui a été adaptée de Extase, le comédien avait joué au Canada, il a fait ça un petit peu. Voilà. Et après, je suis arrivé en France au mois d'avril, et le petit frère est sorti, là je suis parti en promo. Tout ça pour dire que j'ai rien fait j'ai pas travaillé à mon prochain week-end depuis le mois de janvier. Mais c'est pas trop un problème en soi parce que ça mature pendant ce temps. Je sais ce que je vais faire. Ça m'a pris d'ailleurs tout l'été de comprendre exactement ce que je voulais faire. Parce que j'hésitais, c'était le sujet, mais avec plusieurs entrées possibles. Donc je savais pas trop comment agglomérer tout ça. Puis là, ça c'est devenu clair, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça fait partie, en fait, c'est pas du travail, mais c'est une phase de maturation, comme ça. Puis là, j'ai commencé, hier, en venant dans le train, j'ai commencé à organiser mes mises en page sur l'iPad. C'est un montage aussi pour travailler dans le train. Organiser mes trucs, préparer les polices, parce que après, j'écris les textes à machine, mais après, je les réécris. J'aime pas les polices prêtes. Donc, il faut que je trouve la bonne taille de lettres, les machins, etc. Donc j'ai tout repréparé, mais les prochaines pages, comme c'est souvent les mêmes mises en page, j'ai des cadres qui sont déjà prêts, avec 3 cases, 6 cases, 3 cases à les nouvelles pages, tout ça. Donc j'ai tout organisé là, j'ai fait le premier dessin, pas du bouquin, mais pour essayer de trouver, parce que je trouvais une couleur graphique un peu différente de celle du petit frère, quelque chose de plus doux. Ça va parler de mes souvenirs d'enfance, donc c'est un peu plus nostalgique, etc. Donc voilà, j'en suis là. Et là, je repars à Montréal lundi, et donc je vais pas tarder à m'y remettre. Et ça commence à monter là. Merci à vous.